Euroleague, bravo Fenerbahçe, bon déjà. Bon, bravo Sharunas Fenerbahçe. Ils ont gagné, donc bravo à vous. Est-ce qu'on peut avoir des regrets pour Monaco quand même? Oh oui. Ouais. Déjà, rapidement, avant de parler de la finale, faut déjà parler de la demi-finale aussi. Ouais. Parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup à voir Monaco battre Olympiakos. On va pas se mentir. Maintenant. Je t'ai dit, hein, c'était 50-50. Hein. Et maintenant, en fait, on a vu un gros match. Ouais, mais souviens-toi, qu'est-ce qu'on avait dit sur ce match-up? Parce que moi, je vous avais dit, hein, c'est 50-50. Ouais. Je suis pas confiant du tout pour l'Olympiakos. Pourquoi? Je vous avais dit que s'il y a bien une équipe qui peut les retourner, c'est Monaco. Mais justement, parle-nous-en de ce match-là. Quelle a été justement la clé qui a permis à Monaco de se qualifier déjà contre l'Olympiakos? Je vais vous dire un truc, ça va vous sembler très con. Hein. Vassilis Spanoulis. Monaco a joué comme l'Olympiakos. Et ils ont battu l'Olympiakos à leur propre jeu. 21 passes décisives. On a eu des séquences de jeu à 6-7 passes avec drive, fixation, renversement, balle à l'intérieur, Mam GT qui renverse, tir ouvert de Blossom Game. Il avait le temps de refaire les lacets, de saluer sa daronne dans les tribunes et de prendre le tir. Je te parle vraiment d'une académie de jeu. Et c'est intéressant parce que en Grèce, il y a énormément d'anciens joueurs pros, des légendes. Hein. Tu peux parler des... Angelo Sakaraki. Alors, je pense pas être une légende, mais tu m'as compris. Papadopoulos, Papaloukas, Diamantidis, tous ces mecs-là, ils parlent basket. Et ces mecs-là, ils réagissent et ils disent, juste après, hein, Monaco a joué de la manière dont on s'attendait l'Olympiakos de jouer. Et, à contrario, tu as une équipe de l'Olympiakos, la tête à l'envers, qui commence à jouer en ISO, beaucoup trop de dribbles, et même si Evan Fournier fait un super match, hein, je le trouve responsable de la dynamique du jeu collectif de l'équipe. Il a tellement voulu gagner ce match, il a tellement voulu montrer qui il était, et il a répondu présent au niveau de l'adresse, il a répondu présent en fin de match pour garder son équipe en vie, mais combien de fois il perd des ballons qui donnent énormément d'énergie aux Monégasques qui vont sanctionner derrière en transition ou en contre-attaque? Combien de fois il prend des tirs difficiles qu'il ne marque pas en fin de possession où ça a été dribble, main à main, je reprends le ballon, dribble, isolation, step back. Et c'est pas le jeu de l'Olympiakos. L'Olympiakos fait seulement 10 passes décisives, pourcentage à 3 points catastrophique. Alors Vezenkov se trouve. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est très important. Vezenkov se trouve. Ouais, voilà, c'est un peu ça aussi où j'allais en venir, hein, parce que c'est de base, il était considéré comme le MVP. C'est le Jokic de l'Euroleague. Voilà. Et lui aussi, en fait, c'est lui aussi se trouve parce que, certes, Fournier, on l'a vu les images en fin de match, hein, on a les larmes, etc., la déception où, je pense, comme tu le dis, il avait tellement envie de gagner. Ouais. Courage à lui. Mais, comme on l'a dit, et je pense que tu l'as très bien résumé, l'équipe collective, le jeu collectif qu'avait Olympiakos pendant toute la saison régulière de l'Euroleague, hein, jusqu'à les raisons pour lesquelles ils ont fini numéro 1, mais, c'est ce jeu-là qu'on attendait. Voilà, pour moi, Evan a trop porté la balle. Ouais. Il a trop porté la balle. On aurait dû s'appuyer sur Mustapha Fall avec du jeu fixé au poste bas, avec du mouvement justement, enchaînement d'écran, Vezenkov, Evan Fournier. On a eu les situations où ils ont essayé. Après, il faut mettre le crédit à la défense monégasque. Hein. Ils ont mis énormément de pression sur la balle. Mais tu le vois, Alpha Diallo, qui a été absolument énorme défensivement pendant toute la compétition. Alpha Diallo, à un moment donné, il fait bégayer Evan au niveau de son dribble. C'est le type de situation où si t'es Evan, tu minimises les dribbles. Tu minimises les dribbles. T'essayes justement d'attendre à ce que l'équipe puisse rééquilibrer un petit peu la dynamique. Si tu joues intérieur-extérieur, les tirs sont plus les mêmes. 5 sur 27 à 3 points, les amis, c'est 18%. On parle même... Et ils sont même pas loin. Ils sont même pas loin. C'est-à-dire que tu regardes vraiment cette performance en disant l'Olympiakos a joué complètement la tête à l'envers. Et moi, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, ils se sont prêtés au jeu de vouloir répondre aux Monégasques sur leur terrain en disant on va vous battre à votre jeu, on va vous battre en 1 contre 1. Mais tu parles d'une équipe qui est peut-être l'équipe la plus athlétique de toute l'Euroleague. Ouais. Parce que Daniel Theis dans la raquette, très costaud, mais derrière les Alpha Diallo, Blossom Game, Okobo. Ouais, c'est des beaux morceaux. C'est des beaux morceaux. Des mecs capables de mettre la pression tout terrain et autres. Alors après, c'est Fenerbahçe aussi. Hein. C'est en gros les deux équipes les plus athlétiques. Alors, vous allez me dire que le Panathinaikos, c'est plutôt pas mal. Au niveau athlétique, certes, mais le problème du Panathinaikos, c'est que ça n'a jamais été une académie basket. Alors que Jasikevičius et Bartzokas, au niveau basket,
c'est une référence. Et Spanoulis est arrivé, et il a dit, les gars, à Monaco aussi, on joue ce basket-là. Et voilà. Justement, on va faire la transition sur la finale, parce que du coup, Fenerbahçe est arrivé en finale. Les clés de ce match. Qu'est-ce qui a fait que, justement, on le sait aujourd'hui, un Fenerbahçe est champion? Mérité, pas mérité? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on s'est entêté avec l'utilisation du pic milieu. Tu sais, on a joué que sur du pic. Et je me dis, mais il est où le jeu qu'on a produit du côté de l'Olympiakos? Alors, certes, le Fenerbahçe a défendu de manière presque héroïque. On arrive à débloquer les situations en fin de match quand on arrête de faire du pick and roll. On fait un petit pick, on crée le mismatch et Mike James a été très bon dans les prises d'intervalle et les décalages. Mais une fois de plus aussi, à un moment donné, Mike James a trop tenu la balle. Donc, si ça sourit, c'est très bien. Hein. Vous avez des mecs qui sont en capacité. Et je peux comprendre, après, c'est un casse-tête. Hein, quand t'es coach, t'as des mecs comme Evan Fournier ou Mike James. Ah bah oui, tu vois. C'est très compliqué. Ouais, tu vas leur dire quoi? Non, ne prends pas tes responsabilités. Ouais. On a eu aussi un gros Alpha Diallo aussi, j'ai trouvé en finale. Énorme. Final fort. Lui, en fait, il a été malheureusement puni par ses fautes. Parce qu'on a vu clairement, en fin de match, dès qu'il prend sa 5e faute, bah, le trou que Fenerbahçe commençait à mettre, bah, ils l'ont totalement mis. Et Elio Kobo, pas adroit. Ça aussi, ça peut jouer aussi dans le fait que Monaco aussi ne remporte pas la finale, parce qu'on sait que c'est un match qui a été très serré et après Fenerbahçe a fait le trou dans le dernier carton. Là où Fenerbahçe, c'est important, c'est que 2 joueurs qui n'ont pas forcément fait une grosse demi-finale se sont retrouvés à prendre les devants et à faire gagner l'équipe. Je pense à Marko Guduric. Mais quel joueur? Parce que clairement, c'est lui qui termine le match, c'est lui, hein. Ah, mais clairement, parce que il passe à côté de sa demi-finale. Clairement, il passe à côté. Mais là, on voit les joueurs de gros matchs. On voit le joueur des finales. Et lui, clairement, ça a été le joueur là. Quand il fallait mettre le gros shoot, il le mettait. Tu veux que je te dise la différence qui a aussi permis à Monaco de produire le jeu bien léché qu'affectionne Spanoulis et qui a permis au Monégasque de gagner, mais qui n'a pas été retrouvé. C'est aussi là où il y a eu l'ajustement défensif du côté Fener qui avait bien regardé la vidéo. Hein. Si vous avez regardé cette demi-finale, observez bien, si vous avez l'opportunité de revoir les matchs, la manière avec laquelle l'Olympiakos défensivement restait assez passif malgré tout sur les pick and roll. C'est-à-dire qu'il jouait en défense de protection. Donc tu avais Mustapha Fall, Vezenkov et consorts qui étaient très bas. Ça sortait pas fort. Et si ça switchait dans un périmètre mi-distance, pas à 10 mètres. Et ça a permis à Mike James de jouer en sifflant, comme dirait Laurent Sierra. Et il est venu. il a fait l'amour à l'Olympiakos. Et c'est ça le problème. C'est que quand Fenerbahçe est monté en pression, ils ont switché très fort, ils ont mis énormément de pression sur la balle. Nous, on s'est entêté à essayer de reproduire le même jeu. Non. À un moment donné, jouer sur... on a été hyper stagnant. On n'a pas proposé d'alternance du tout. On n'a pas été en capacité d'utiliser Daniel Taz sur du jeu posté, sur des avantages. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je trouve qu'on s'est entêté. Et puis après, le basket, ça reste la capacité à mettre les tirs. Ça reste la capacité à convertir les opportunités. Et Fenerbahçe a simplement été meilleur sur ce soir-là. MVP du Final Four, Nigel Hayes Davis. Qui d'autre? Voilà. Quasiment triple-double en cette finale-là. Hein. Donc, on a 23 points. Même pas, je dis des bêtises, quasiment double-double. Sachant qu'il a pas été, il a été très moyen hein, en demi contre le Pana. Ouais, donc, c'est ça que je disais, hein, 23 points, 9 rebonds. Justement, c'est un joueur aussi qui a changé aussi la dynamique. Je le disais, hein, les 2 joueurs qui ont changé, qui ont augmenté leur niveau là contre Monaco, là où ils ont pas fait une grosse demi-finale. Ça montre aussi l'étendue aussi du roster. Là où se dire que comme les 2 gros joueurs qui ne jouent pas forcément bien en demi-finale, ben eux vont porter l'équipe en finale. Comme Papagiannis en quart lors du match 5 contre le Barça. Exactement. Telle profondeur dans ces effectifs là. Exactement. Et là où maintenant la question, je vous pose dernière question. Dis-moi. Quel avenir pour Monaco? Est-ce que vous sentez que Monaco, dans les années à venir, est capable justement de retourner en finale et de gagner justement cette coupe? Mais c'est écrit. Oui. C'est écrit. Clairement. T'as Mirotic qui débarque. J'imagine que t'as Spanoulis qui va être confirmé sur le banc. Je sais pas qui est-ce qui va partir ou autre, mais Monaco, avec cette expérience-là, parce que, vous savez, moi, je sous-estime pas ça. L'expérience.
la patte psychologique que va amener Spanoulis vis-à-vis de la gestion de ça. Jasikevičius, il avait fait 5 Final Four. Hein. Sa première finale gagnée. Hein. Wow. C'est-à-dire que Spanoulis... On a vu les émotions d'ailleurs hein, après le match. Et Spanoulis aussi... alors, je rebondirai sur ce que je pense qu'il a dû dire à Evan Fournier. Si vous êtes curieux, j'ai mon opinion sur ça. Evan ne le partagera pas et il a bien raison. Moi, j'ai mon opinion. Peut-être que je me trompe complètement, mais un jour, je poserai la question à Evan. Ou à Vassilis. L'idée, c'est... tu regardes la douleur que ça représente, mais l'expérience que ça apporte. Un Mathieu Strazel en détresse d'avoir perdu cette finale, parce qu'il a cette sensation qu'ils sont pas meilleurs que nous. On peut le prendre, ce match. Et il a entièrement raison. Ouais, je suis d'accord aussi. Et j'aime énormément comment lui s'est comporté durant cette finale. Mathieu Strazel, peur de rien. Hein. Il a mis des gros tirs. Ouais, tu sentais en fin de match. Ouais. Il a mis des gros tirs. Et donc, tu regardes des mecs comme ça, et tu te dis, s'ils reviennent à ce stade de la compétition, ce qu'ils sont tout à fait en capacité de faire, parce que moi, Monaco, c'est une équipe qui va continuer à se bonifier. Chaque année, est-ce qu'ils sont pas en train de se bonifier? Ou quoi qu'il arrive, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en capacité. L'année dernière, ils vont pas au Final Four, mais ils perdent au match 5. L'année d'avant, ils sont au Final Four. Ils mènent de 15 points contre l'Olympiakos et ils se font rattraper, ils perdent, mais ils finissent 3e. Et cette année, retour au Final Four, cette fois-ci, ils passent en finale. Et à un moment donné, c'est comme Jasikevičius avec Lofener, hein. Ça va passer à un moment donné, les gars. C'est écrit. Pour moi, ils vont y retourner. Et il y a cette volonté de continuer à investir, il y a cette volonté de continuer à construire. Donc, il n'y a aucune raison mathématique, financière et sportive pour que Monaco ne se confirme pas à ce niveau de la compétition. Après, c'est la guerre. Hein. C'est l'Euroleague. Il y a beaucoup d'autres équipes avec des finances et avec une histoire. Mais il y a le coach, il y a les joueurs, il y a les finances et il y a l'expérience. Donc, moi, j'y crois. En tout cas, si Fenerbahçe a gagné cette Euroleague, cet homme-là est totalement le coupable. Lui qui voulait une finale grecque, lui qui voulait que Monaco gagne, tout ça ne s'est absolument pas produit et c'est bien le Fenerbahçe qui a gagné. Effectivement. Donc, si vous devez condamner quelqu'un pour cette défaite de Monaco, cet homme-là est le témoin. Je le prends du doigt. Voilà. Ouais, laissez mon gars tranquille, il a voulu lui attraper sa veste comme ça. Oui. Non. Oui. Non, je te jure. Il y a plus de temps mort. Il y a plus de temps mort. Merci. Voilà. C'est vrai qu'on en aura qu'un seul. Non, mais. Merci les bros. On va finir sur cette question. Et pour le coup, c'est une question un peu visée. Désolé. Est-ce qu'on aura une finale grecque un jour? Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors, possible, oui. Possible, oui, parce que pour moi, le Panathinaikos, qui est sur le point de finaliser un engagement avec TJ Schwartz. Alors après... Oula, t'as des infos, toi? Ouais, alors, je sais pas si c'est confirmé, hein, mais je sais qu'il a été... on lui a offert 2,5 millions de dollars. Le Pana lui offre 2,5 millions. Avec un contrat... un contrat à longue durée, est-ce que c'est 2 ou 3 ans avec clause de non-libération pour la première année NBA. Moi, je ne sais pas ce que TJ Schwartz va faire. Je sais que le Pana, ça fait des mois que ça circule parce que les réseaux des rumeurs, il est très efficace en France. Généralement, ça se confirme toujours quand en France, t'as des trucs qui sortent, mais en Grèce, quand t'as des infos qui fuitent, c'est quasiment 95%. Tu comprends? C'est vraiment ils sont trop profonds dans le game. C'est une autre culture au niveau basket. Donc, TJ Schwartz, ça fait des mois que ça circule, que c'est communiqué que le Panathinaikos est sur ses côtes. Après, je pense qu'il choisira soit l'un, soit l'autre. Mais il est évident qu'il va prendre ça en considération. Maintenant, Schwartz et Kendrick Nunn ensemble. Après, tu vas me dire, ils ont joué avec Nadir Rifi et TJ Schwartz. Mais Nadir Rifi jouait sur des minutes réduites. Ouais. Kendrick Nunn ne sera pas réduit. Donc, à titre personnel, j'aime pas cette idée. Pour moi, c'est redondant dans le recrutement. Si t'as Kendrick Nunn, que t'as investi sur lui, essaie de te renforcer sur des postes clés, sachant que Mathias Le Sort s'est blessé et ça a aussi impacté ta saison. Et que Mathias Le Sort, d'ailleurs, incroyable son niveau d'intensité et l'impact qu'il a eu dans le match, alors que le mec, il a pas joué depuis 3 mois, quoi. C'est un truc de fou. En demi-finale, c'était impressionnant. Donc, je pense que c'est possible parce que l'Olympiakos va pas devenir une équipe moyenne du jour au lendemain. Ils vont se renforcer eux aussi. Hein. 95% de l'effectif de l'Olympiakos est reconduit l'année prochaine. Ils ont que des mecs signés sur des contrats de 2 à 3 ans.
Il y a un point d'interrogation, c'est Tyler Dorsey. Je sais pas si il a fricoté avec la fille de Barzokas ou autre, mais non, mais je comprends des pas. rumeurs, monsieur, si vous avez des infos. Comme dit Rock, cela ne nous regarde pas. Et il paraît qu'il prend il paraît que il paraît qu'il prend des anabolisants parce qu'il serait impuissant, mais cela ne nous regarde pas. Non, mais sérieusement, tu dois te poser la question parce que la gestion de Tyler Dorsey, qui joue pas, alors que c'est un mec équipe nationale grecque, gros CV Euroleague, qui a joué un peu en NBA, tu dis bon, bref. Mais toi, donc, mieux que nous, tu le sais, le basket des fois c'est pas du basket, c'est pas que le basket. Donc c'est ça que je veux dire. Donc, mais quoi qu'il arrive au niveau de l'Olympiakos, d'ailleurs, vous savez qui arrive à l'Olympiakos? Notre Parisien, Ward. C'est signé. C'est signé, ça y est? C'est signé. Belle recrue. Et puis c'est un mec qui rentre parfaitement dans la philosophie de jeu de Barzokas. Une grosse perte pour Paris. Non, mais grosse perte pour Paris. Et Barzokas adore ce genre de joueur qui, c'est joueur de Lyon dans le collectif, exactement. Qui fait les bonnes passes, qui défend, intelligent, capable de mettre les tirs. Bref, très bonne pioche. Un espèce de... C'est l'homme glue. C'est l'homme de... Un espèce de Batum. Oui. J'aime bien ta comparaison. Ouais. Donc, pour finir sur... c'est une très bonne comparaison. Mais pour finir sur ça, c'est possible. Maintenant, j'ai presque envie de vous dire, après reconsidération de la chose, je me dis que peut-être ce serait mieux qu'il n'y avait pas. T'imagines? Oh, carrément. Ouais, parce que même à Abu Dhabi, les supporters sont pas en capacité d'avoir un minimum de respect pour l'un l'autre. Alors oui, je sais bien, je suis pas en train d'être un idéaliste. Les fans de l'OM vont jamais respecter les fans du PSG, vice versa. Ok. Ah ok. C'est d'accord. De cet aspect-là. Tu penses que d'un point de vue sécurité, c'est dangereux. D'un point de vue de sécurité, en fait, c'est très simple. En Grèce, ça fait des années qu'il y a plus de fans de l'équipe adverse qui sont autorisés dans l'antre de l'adversaire. Ils ont fait une finale de coupe il y a quelques années où ils ont littéralement coupé la salle en deux. C'était du côté de Salonique, dans la salle de l'Aris. Ils ont fait une partie Olympiakos, une partie Panathinaikos, et ils ont fait une section de séparation entre les deux. Et avec des CRS. Hein. C'est mur de CRS à gauche, mur de CRS à droite, quoi. Donc bon, si c'est pour donner cette image-là, je sais pas si au final ça mérite. Mais au niveau basketballistique et pour l'histoire du basket européen, c'est une finale qu'on mérite. Ouais. Ce serait dommage de le faire à huis clos avec... Enfin bref. Vous avez pensé quoi du cadre Abu Dhabi? Je suis sûr qu'en coulisses, ça devait être magnifique. Je demanderai à Yann Onona, qui a couvert l'événement pour l'équipe. Je lui poserai la question. Je pense que ça devait être super pro, super carré. Mais moi, ça m'a un peu vidé les tripes, quoi. Parce que pour moi, t'as pas eu la moitié du nombre de fans des équipes respectives que t'aurais dû avoir. C'est un peu ça. C'est un peu, on en a parlé peut-être un mois ou deux, je sais plus, quand on parlait de l'NBA Europe, etc. Il faut c'est toujours une finale, les phases finales doivent toujours se jouer dans un endroit qui respire basket, qui sent le basket. Ou pareil, hein, pour le foot, hein. Bien sûr. Pour un exemple, quand tu joues à Wembley, c'est pas pareil que quand tu joues dans un autre stade. Il y a des stades il y a des endroits qui sont mythiques et qui sont faites pour ce genre d'événement. Et je pense qu'à Abu Dhabi, le problème avec tout ça, c'est que... Ah, c'était propre, hein? Non, c'était mignon. Ça sera toujours propre. Ça sera toujours propre. Et ils misent là-dessus. Mais je pense que la ferveur des supporters, la ferveur de l'événement, c'est ce qui manque. Je prends par exemple un événement tout bête, hein, le March Madness. Oui, c'est propre, mais c'est pas ça qui nous fait kiffer, c'est l'ambiance qu'il y a autour. Bien sûr. On ressent même, quand on regarde le match, on a l'impression d'être dedans. On ressent vraiment la chose. Et en Euroleague, on a vu beaucoup de matchs en saison régulière où l'ambiance, même à Paris même, hein, on parle même, mais à Paris même, une ambiance qui fait plaisir à regarder. Mais là, quand on va à Abu Dhabi, le problème, c'est que certes, c'est beau à regarder, hein, tout est propre, mais la ferveur n'est pas là. L'appel du cash, hein, mais écoutez, hein, je comprends. Après, je comprends, c'est le business, mais imagine à Belgrade. Oui, bien sûr, mais... Imagine à Belgrade. Voilà. Malheureusement, les gars, on est dans un business du sport qui a besoin aussi de ce genre de partenariat, etc. Et c'est aussi bien que les pays arabes aussi puissent se développer grâce à des événements comme ça. Peut-être que ça va faire des licenciés. Peut-être que ça va donner quelque chose. Mais d'un point de vue business, on comprend que l'Euroleague aussi doit se développer, etc. On va voir l'équipe qui vont monter, hein, du côté d'Abu Dhabi, hein. On va voir l'année prochaine. On va voir. En tout cas, les gars, superbe émission.
j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous écharper là sur les différentes. C'est peut-être l'émission la plus sympathique qu'on ait faite au niveau de ce genre de truc. Alors, le contre-temps mort, je me vengerai. Sache-le, je me vengerai. Tu prendras toujours un temps mort avant moi. Sache, tu prendras toujours un temps mort avant moi. Tu penses? Tu prends un temps mort tous les demi-heures. Tintin. Qu'est-ce qu'il va faire? Le prochain épisode. Et puis toi, là, le temps mort, c'était prends plus 4 et changement de couleur. Plus 4, plus 8, plus 12, plus 5. Le tricheur du Uno, là. Parce que ça, c'est pas vrai. Hein. On n'a pas le droit. Le créateur du Uno, il a dit, tout ça, c'est faux, là. C'est-à-dire que j'ai perdu plein de parties que j'aurais dû gagner normalement. Non, les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission. C'est Temps Mort Show, c'est des passionnés de basket qui parlent de basket avec passion.